Bonjour à tous et merci d'être venus finalement assez nombreux pour un sujet qui généralement n'attire pas toujours les foules, à tort à notre humble avis. Et nous allons discuter donc aujourd'hui des élections en Thaïlande. Alors il y a à mon avis des motifs de se réjouir. Et le motif pour se réjouir, c'est qu'il y a des élections, donc c'est déjà pas mal. Ce que beaucoup assimilent à une preuve de démocratie. Et c'est sur ce deuxième aspect, qui est peut-être un peu moins réjouissant, que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Alors pour discuter de ces élections à venir, qui sont absolument imminentes, nous avons notre spécialiste Asie du Sud-Est, Sophie Boisseau-du-Rocher, l'incontournable à l'IFRI et au Centre-Asie sur ces questions-là, qui va donc nous faire un point de la situation, qui va nous expliquer quelles sont les forces en présence, que l'on peut attendre, comment on peut décrypter ces élections. Et pour lui donner la réplique, en quelque sorte, nous avons invité, nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation, Gilles Garachon. Et la raison pour l'invitation de Gilles Garachon, c'est qu'il a été, jusqu'à très récemment, notre ambassadeur de France à Bangkok. Donc c'est un fin connaisseur de la région, qui a vécu des périodes particulièrement troublées à Bangkok, et qui donc aura également un coup d'œil tout à fait pertinent sur ces élections à venir. Donc je donne la parole à Sophie pour une grosse demi-heure, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Je saurais t'arrêter si tu t'enflammes trop. Ensuite, donc Gilles lui donnera la réplique, réagira sur différents points, enfin, comme il l'entend. Et ensuite, nous ouvrirons la discussion à la salle. Voilà. Alors, Sophie, attends, il faut que je te... Ou alors tu utilises ça. Voilà, donc je commence sur ces élections en Thaïlande. Que faut-il attendre de ce scrutin? Un scrutin très attendu, puisqu'il y a eu 6 reports, et ça fait 7 ans que la Thaïlande n'a pas connu d'élection. Un total de 102 partis qui ont été enregistrés, 77 ont été qualifiés. Nous avons 10 792 candidats pour 350 circonscriptions, 2810 candidats qui figurent sur les listes des partis, on va revenir dessus, donc des chiffres encourageants en termes de participation, en termes d'implication, d'investissement du champ politique, puisqu'ils atteignent un montant 5 fois plus élevé que lors des dernières élections en 2011. Au final, 44 partis ont nommé 68 candidats au poste de Premier ministre. Il y a 51,4 millions d'électeurs enregistrés, et 7 millions voteront pour la première fois, donc dans la tranche des 18-25 ans, c'est-à-dire 14% des électeurs. Cette génération est intéressante, on va avoir largement le temps d'y revenir. C'est une génération intéressante parce qu'elle est engagée politiquement plus qu'aucune autre depuis les années 70. Et d'après les derniers sondages, ces jeunes ont annoncé qu'ils voteraient à 90%. Donc il va y avoir une forte participation des jeunes et peut-être un basculement de certains votes. Alors, cette bonne représentation politique, cette amélioration, je dirais, cet engagement de la conscience politique, c'est précisément du fait de l'absence de débat depuis 12 ans, de vrais débats depuis 12 ans, l'importance du politique est revenue sur le devant de la scène. On voit des réseaux sociaux très très actifs. Eh bien, tout cela préfigure-t-il précisément le retour d'un jeu politique plus ouvert? Est-ce que ces élections vont être un moyen utilisé par les citoyens pour exprimer leur désaccord profond avec la junte et les méthodes qu'elle emploie? Donc au fond, on ne va pas voter tant pour un parti que contre un système.
Ça, c'est un point important. Ou au contraire, est-ce que finalement, et on va développer évidemment, il s'agit d'un exercice supplémentaire qui va légitimer via le scrutin démocratique, le système électoral, un système politico-militaire qui validerait le tandem Ramadis-Prayut. Donc, c'est ouvert. Je crois que c'est une chose assez difficile de lire justement les évolutions en cours, sans a priori, sans biais idéologique, sans même un prisme occidental qui va déformer les perceptions et les réalités du terrain. Alors moi, je rentre de Thaïlande et plusieurs constats m'ont encore marqué. D'une part, les Thaïlandais sont inquiets pour leur avenir. Il y a véritablement une prise de conscience du retard qui est en train de s'accumuler, notamment face à un Vietnam très dynamique. Et leur choix se portera également sur la solution qui favorisera la stabilité en faveur de la croissance. Donc ce ne sera pas toujours un choix politique, mais un choix d'abord, je dirais presque de bon sens, pour remettre l'économie, on va y revenir, sur des rails véritablement décisives. Et puis, d'autre part, il y a une vraie la valeur du débat politique est remise à l'ordre du jour, et c'est un point aussi important. Elle ne passe pas, cette valeur, par les vecteurs que nous utilisons ici en Occident, mais il y a aujourd'hui un vrai débat entre Thaïlandais sur la meilleure solution pour le royaume. Alors, donc, notre objectif, c'est de tenter de comprendre à quel pouls politique bat la Thaïlande et ce que cela va annoncer pour les années à venir. Alors, pour aborder ce scrutin et puis en comprendre les ressorts et les enjeux, j'ai décidé de me poser 4 questions et que donc nous allons nous poser ensemble. Premier point, la junte prend-elle un risque démocratique, un risque électoral? Deuxième point, la monarchie, partie du système ou au-dessus du système? Troisième point, Thaksin, quelle capacité d'influence, résiduelle ou structurante? Et quatrième point, la polarisation politique et la stabilité économique, est-ce un paradoxe en Thaïlande? Est-ce que ça va durer ou pas? Et là, je passerai d'ailleurs la parole, j'aborderai le sujet, je passerai la parole à Françoise, qui est économiste. Alors, première question, la junte prend-elle un risque électoral? Alors, une autre façon de poser la question serait, le terrain est-il à ce point balisé que la junte s'expose au jeu électoral parce qu'elle en contrôle les ressorts? Depuis mai 2014, date de son dernier coup d'État, la junte, c'est-à-dire le Conseil national pour la paix et l'ordre, a mis en place en fait un système qui préserve ses prérogatives sur les jeux politiques sous le prétexte de sauver le pays de conflits déstabilisants. Et donc l'équipe autour de Prayut a mis en place, a manœuvré pour se maintenir à la tête du pays. Il me semble que pour comprendre l'influence de l'armée sur ces jeux politiques, il faut revenir en arrière et revenir assez loin en arrière. Et pour comprendre la tradition d'intervention militaire qui remonte au fond aux années 1920-1930 et qui a débouché en 1932 sur le premier coup d'État militaire, devenu depuis un mode habituel de préemption du pouvoir. Donc, juin 1932, ce sont des militaires formés en Allemagne et soutenus par des juristes formés en France qui ont mis un terme à la monarchie absolue et contraint le roi Prajalahipok à adopter une monarchie constitutionnelle. 2 causes principales: une chute drastique du budget de l'armée suite à la crise de 1929,
première cause. Et deuxième cause, le mécontentement de l'armée nourri par le monopole de l'accès aux postes bureaucratiques par l'aristocratie. Je fais très simple, hein, mais voilà. Et donc, au fond, c'est un mécontentement, je dirais, entre élites. C'est une révolution qui n'a rien de populaire. D'ailleurs, elle s'est déroulée en l'espace de quelques heures. Je relisais l'autre jour, en préparation de cette intervention, un texte montrant que les commerçants avaient réouvert leurs boutiques l'après-midi. Donc, ce n'est pas une entrée fracassante, je dirais, du peuple dans la modernité politique. Au fond, deux points qui nous intéressent. On voit là cette lutte d'influence entre les militaires et l'aristocratie, ce qu'on appelle aujourd'hui les élites à Bangkok, qui est un point important. Et deuxième point, la monarchie. Au fond, personne ne songe à véritablement supprimer la monarchie, qu'on aurait pu supprimer à cette époque-là. En 1935, c'est-à-dire 3 ans après ce coup d'État, le roi va abdiquer, et jusqu'en 1951, la Thaïlande restera sans roi régnant et sans même roi vivant sur son sol, hein, puisque la famille, à ce moment-là, de Rama IX se trouve à Lausanne. Donc, ce que cette révolution montre, et ce qu'on retrouve aujourd'hui, hein, c'est évidemment pour ça que j'en parle, c'est que les militaires ne voulaient pas d'une république susceptible de conduire à une démocratisation qui aurait validé la participation des citoyens au processus et aux décisions politiques. Donc, je dirais d'une certaine façon, le peuple était mis de côté. Et cette configuration, on la retrouve élection après élection. Alors, je passe très vite des années 50 aux années 2000. Hein. Vous êtes tous au courant des coups d'État, du tandem Sarit-Rama IX. Hein. J'en parle parce qu'on va peut-être le retrouver sous une autre forme, un tandem armée-monarchie. Des coups d'État 73, 77, etc. Les deux derniers coups d'État, ceux de 2006 et de 2014, s'inscrivent dans cette tradition de reconquête et de consolidation du pouvoir, avec un élément nouveau cette fois-ci, une coopération nécessaire des juges de la Cour constitutionnelle pour valider le coup. Hein. Et donc, on a un nouveau partage du pouvoir, un nouvel acteur, les militaires, la monarchie et les juges. Alors, la Constitution de 1997, qui avait autorisé l'émergence d'une personnalité politique comme Thaksin, est abolie en 2006. Il y a une nouvelle Constitution en 2007 qui valide le retour des militaires comme pilier de l'ordre politique, une Constitution qui sera également abolie en 2014, et la dernière Constitution, la 20e depuis 1932, qui banalise d'une certaine façon hein, je dirais le respect constitutionnel, si on peut parler ainsi, qui a été donc approuvé par référendum en 2016 et signé par le roi en 2017, garantit d'une part le contrôle de l'armée sur les affaires de l'État, mais aussi, on y reviendra, un renforcement des prérogatives royales. Alors, la Constitution donc, de 2016, elle est importante parce qu'elle va évidemment influencer le scrutin, met en place un système bicaméral avec une chambre basse composée de 500 députés élus et un Sénat constitué de 250 membres désignés uniquement par les militaires. Le Premier ministre devra être d'ailleurs approuvé par ce Sénat, puisque les sénateurs ont autant de poids que les députés pour désigner le Premier ministre. Et dernier point important, le Premier ministre sera désigné, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit élu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, là on pourrait voir à la faveur des résultats, une personnalité politique qui émerge fortement, mais cette personnalité ne sera pas forcément élue Premier ministre. En septembre 2018, la Thaïlande a promulgué des lois
sur l'élection des membres de la Chambre des représentants et la sélection des sénateurs qui ont ouvert la voie à la tenue de ce scrutin. Donc, on a la mise en place d'un nouveau mode de scrutin pour empêcher les grands partis de dominer la Chambre basse. Ce que les militaires veulent éviter, évidemment, c'est une dictature parlementaire, ce qu'ils appellent une dictature parlementaire d'un parti. Et évidemment, le Pheu Thai, le parti de Thaksin Shinawatra. Donc, à partir de maintenant, à partir de ces lois de septembre 18, le scrutin se déroulera dans le cadre d'un système de représentation proportionnelle mixte, qui est donc un mélange de scrutins majoritaires, dans des circonscriptions redécoupées, dont le nombre est passé de 400 à 350. Donc sur ces terrains-là aussi, les militaires ont tenté de maîtriser les risques, et de proportionnel sur les listes présentées par les partis. Donc, en fait, de facto, il devient beaucoup plus difficile pour un seul parti de gagner la majorité des sièges. Les électeurs ne disposeront que d'une voix pour désigner à la fois le représentant de leur circonscription et les candidats figurant sur la liste des partis. Voilà, donc on pourra revenir sur ces lois, mais ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre comment, je dirais, la junte a phagocyté d'une certaine façon les modes de scrutin pour s'assurer le maximum de chances de ne pas voir un seul parti, le Pheu Thai, revenir au pouvoir. Alors, pour contrecarrer ce mode d'élection, et augmenter la possibilité d'obtenir des élus au scrutin de liste, les partis politiques se sont adaptés et ont adopté une stratégie pour le moins singulière. Ils se sont démultipliés. Donc on a ainsi les grands partis qui ont fait des petits frères pour augmenter les possibilités d'avoir un candidat élu. Donc on a le Phalang Pracharat, par exemple, qui a créé le Ruam Phalang Pracharat. On a le Pheu Thai qui a créé le Thai Raksa Chart, le fameux parti, on va y revenir, qui a été dissous le 7 mars, qui a créé également le Parti libéral thaï. Enfin voilà, tout ça pour essayer de gagner le maximum de voix. Mais il ne faut pas négliger donc le risque d'éparpillement néanmoins de ces voix. 44 partis, on l'a dit, concourent. Il y a quand même des gros partis. D'abord, le Parti démocrate, qui est le plus ancien parti thaïlandais et celui qui a le plus de membres. Il ne manque pas d'atouts puisqu'il est arrivé numéro 2, en position numéro 2 aux élections de 2011 après le Pheu Thai. Et en fait, il pourrait bénéficier, je dirais, d'un phénomène de rejet à la fois des militaires ou du Pheu Thai. Et donc représenter ainsi un risque relativement maîtrisé. D'autant plus que lors de son rapide passage au poste de Premier ministre, Abhisit, qui dirige ce parti, avait plutôt bien performé sur le plan économique. Abhisit, comme toujours, peine à convaincre, et le Parti démocrate d'ailleurs, qui a vraiment son bastion, je dirais, dans le sud du pays, peine à convaincre les ruraux et les plus pauvres. Il peine également à convaincre les jeunes. Donc, il vient de former une nouvelle section New Democrat, qui est dirigée par le neveu d'Abhisit et le fils de Chuan Lik-pai, qui était le Premier ministre entre 1997 et 2001. On a ensuite le Pheu Thai, qui a été formé par Thaksin Shinawatra, qui est aujourd'hui vit à Doha, et qui est dirigé par une femme entre 45 ans, je crois, autour, Sudarat, et qui devrait remporter le plus de voix parmi tous ces grands partis. Un nouveau parti qui a été formé en 2018, oui, ça c'est une chose que je n'ai pas dite, j'ai parlé de cette pléthore de partis, la moitié sont des nouveaux partis.
fondé en 2018. Donc le parti du Nouvel Avenir, qui a été créé en 2018 par un homme d'affaires Thanator, d'une quarantaine d'années aussi, qui lui maîtrise parfaitement les nouveaux vecteurs, les réseaux sociaux, qui se positionne auprès de toutes les communautés, je dirais, qui sont un peu négligées généralement par les grands partis, les handicapés, les LGTB, les femmes, etc. Et donc qui a un programme qui est orienté vers des questions très concrètes, la pollution, les nouvelles technologies, l'innovation, l'éducation, etc. Il y a le Pracharat Party, qui est donc le parti pour lequel va concourir Prayut, qui lui aussi a été formé en 2018, et puis le fameux Thai Sachat, mais qui a été dissous le 7 mars. Les derniers sondages donnent le Pheu Thai largement en tête, avec environ 43% des intentions de vote. D'une façon assez étonnante, le parti du Nouvel Avenir, 23%. Le parti du Phalang Pracharat, 11,7%. Et le Parti démocrate autour de 10%. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, vu la façon dont le système a été monté, le Pheu Thai devrait gagner les élections, mais pas le pouvoir, finalement. Voilà. Alors, autre manière pour les militaires de garder le contrôle sur les processus politiques, outre la nomination évidemment des sénateurs, les pouvoirs renforcés de la Cour constitutionnelle, on en a parlé, et la nomination des personnalités dans des organes administratifs soi-disant indépendants, commission électorale, commission anticorruption, bureau du vérificateur général, tout ça va maintenant être nommé, tous ces organes auront à leur tête des représentants nommés par l'armée. Et puis, il y a surtout le fameux plan de développement à 20 ans, qui est passé en octobre 18, dans le développement dans des domaines stratégiques, la sécurité, l'énergie, la compétitivité, l'éducation, l'environnement, avec des directives finalement très contraignantes, et là aussi, auxquelles le prochain Premier ministre sera obligé de suivre. Alors, tout ce qui est intéressant, c'est que il ne faut pas oublier que depuis 4 ans, et depuis plus de 10 ans finalement, la vie politique est très contrôlée en Thaïlande. L'opposition est muselée. Pendant très longtemps, le crime de lèse-majesté a servi aussi de moyen pour contrôler l'opposition. Et puis, on oublie que plusieurs centaines d'activistes purgent encore des peines. Pendant très longtemps, les manifestations de plus de 5 personnes ont été interdites. Les médias ont été censurés. Donc, voilà, le climat général est quand même un climat un peu de crainte. Et ça se sent évidemment. Alors, il y a toujours cette effervescence thaïlandaise où il y a des énormes camions qui passent dans les rues avec des grands microphones et qui vantent les mérites de tel ou tel candidat, mais néanmoins, on peut conclure que dans ces conditions, si la junte prend effectivement un risque électoral, elle le mitige très sérieusement. Au mieux, aura-t-on un régime semi-autoritaire. Mais en tout cas, certainement pas une démocratie telle qu'on l'entend. Deuxième paramètre, la monarchie. Alors, partie du système ou au-dessus du système ? Une question dont l'acuité a finalement été démontrée avec ce qu'on a appelé l'épisode princesse.
En fait, cette question centrale avait été un peu évacuée parce qu'au début du règne de Rhamadis, on pensait qu'il n'allait pas s'impliquer, qu'il vit en grande partie en Allemagne, en Bavière, et qu'il n'a pas vraiment changé ses habitudes. Donc pour une majorité des Thaïlandais, Rhamadis reste une personnalité peu familière, dont on ose évoquer les frasques et une vie personnelle agitée. Plusieurs indices montrent que le roi ne s'est jamais désintéressé de la sphère politique. D'une part, très rapidement, il a remanié le conseil privé du roi, un organe hautement politique. Ensuite, rapidement également, il a entamé des discussions que l'on pourrait qualifier de serrées avec l'équipe du Premier ministre pour bien marquer ses prérogatives. La rapidité avec laquelle certains amendements à la Constitution de 2016 ont été acceptés, il refuse par exemple de devoir laisser la place à un régent quand il est absent du pays. Il exige également la suppression d'un article imposant que toute proclamation royale soit contresignée par un ministre ou le président du Parlement. Il impose que sa signature soit apposée à une grande majorité des nominations et des législations, montre bien en fait qu'il entend utiliser sa marge de manœuvre, illustrant quand même son sens politique. Après avoir quadruplé enfin le nombre de policiers d'élite chargés de sa surveillance, il a placé des hommes de confiance à des postes clés, et notamment le général Apirat, d'abord nommé adjoint du chef d'état-major de l'armée de terre, puis commandant en chef de l'armée en octobre 18, et Apirat n'est pas le meilleur copain de Prayut. Donc là aussi, une façon de montrer à Prayut qu'il choisissait, que son avis comptait plus que le sien. Enfin, en juillet 17, une loi adoptée à son instigation lui donne un contrôle sur le bureau des propriétés de la couronne et la gestion des propriétés, c'est-à-dire l'accès à une énorme fortune. Et c'est un de ses proches, le maréchal Satitpong, qui va s'occuper de la gestion de ce patrimoine privé. Donc, ce changement lui donne un contrôle direct sur ce qui est considéré comme le levier financier de la monarchie. C'est donc dans ce contexte que se produit l'épisode de la princesse. Je ne vais pas revenir trop dessus. Vous savez que la sœur de la princesse avait été approchée par Thaksin Shinawatra. La sœur du roi, pardon, excusez-moi. La sœur du roi, Ubol Ratana, donc la sœur aînée du roi, avait été approchée par Thaksin, et pour faire très vite, elle s'est présentée comme candidate du Thai Raksa Chart, un parti donc qui est une émanation du Pheu Thai. Donc c'était, tout d'un coup, on a trouvé que c'était très, très gonflé, entre guillemets, de la part de Thaksin, puisque ça lui permettait dévaloriser l'argument mis en avant en permanence par les militaires que le Pheu Thai était un parti anti-monarchique. Donc là, tout d'un coup, il pouvait effectivement se prévaloir d'une certaine façon du soutien de la monarchie. Le cauchemar pour les élites thaï n'a duré qu'une journée, rassurez-vous, que même 8 heures, puisque très rapidement, vers 6 heures du soir, le roi a annoncé que cette candidature était inappropriée. Et donc la princesse s'est retirée. Alors, cet épisode, à mon avis, n'aura pas de conséquences électorales directes, quoique, in fine, le parti Thai Raksa Chart a été dissous, et donc va priver le Pheu Thai d'un allié de poids, et de sièges éventuels, puisqu'il est trop tard maintenant pour présenter des candidats. Donc il y aura des circonscriptions où il n'y aura pas de candidat Thaksin, pro-Thaksin, entre guillemets, mais elle a révélé trois
3 points. D'une part, l'habileté politique et la détermination de Thaksin Shinawatra, qui n'a pas hésité donc à instrumentaliser d'une certaine façon la princesse pour faire tomber l'argument qu'il mettait en danger la monarchie. Donc Thaksin a montré qu'il pouvait s'adresser jusqu'aux proches du roi, c'est-à-dire jusqu'au cœur, si vous voulez, de l'institution monarchique, et qu'il avait à la fois potentiellement et concrètement ce pouvoir-là. Donc symboliquement, c'était très fort, et ça montre sa capacité, je dirais, à diviser, qui pouvait aller, donc qui peut aller jusqu'à la famille royale même. Voilà, donc on voit bien, et on y reviendra, que la vie politique thaïlandaise s'organise encore autour du paramètre Thaksin, et que son ombre est encore très présente. Deuxième point, l'intérêt politique du roi, dont certains experts affirmaient qu'il n'avait aucune prétention politique. Là, le roi est intervenu tout de suite, très froidement et de façon incisive. Il a repris les cartes en main, et il a montré qu'il était l'autorité suprême. Donc, c'était incontestable. Et troisième point quand même important, à mon avis, le renforcement du tandem Ramadis-Vajiralongkorn-Prayut. Alors, il faudra voir comment ça va se mettre en place, mais ce qu'on voit, c'est que les militaires ont besoin de l'aval du roi, et qu'ils ont besoin de cette alliance, je dirais, au moment où Ramadis va être intronisé. Vous savez qu'il sera intronisé du 4 au 6 mai prochain. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le scrutin qui devait se tenir le 24 février a été reporté au 24 mars pour que les résultats qui doivent être proclamés dans les 60 jours soient proclamés après l'intronisation. Donc s'il y a du mécontentement dans les rues, ça sera après l'intronisation du roi. Et évidemment, pendant l'intronisation du roi, il est fort possible et fort probable que Prayut sera au premier rang. Voilà. Donc la question de fond, maintenant, c'est est-ce que ce tandem est la meilleure option pour l'avenir du royaume ? C'est évidemment une question ouverte. Ramadis se considère donc à la tête du système politique thaï. Il entend le soumettre et non pas s'y soumettre. Je crois que là, c'est vraiment le paramètre important, et de façon proactive, comme on l'a vu. Thaksin, donc, troisième point, quelle capacité d'influence, réelle ou résiduelle ou structurante ? Thaksin n'est pas revenu en Thaïlande depuis plus de 10 ans, mais il demeure évidemment très puissant et très présent. D'une part, grâce aux réseaux sociaux qu'il utilise largement et dont il tire un grand parti. Pendant longtemps, des meetings ont été organisés en Thaïlande, pendant lesquels il s'adressait à ses supporters via Skype. Il est aussi présent et influent par les personnalités politiques qu'il met en place, notamment sa sœur Yingluck, qui a été Premier ministre de 2011 à 2014, et évidemment, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, et qui est vraiment une question dont on m'a énormément parlé en Thaïlande, c'est quelle est la possibilité de voir aux prochaines élections une candidature de son fils Hawk, qui est aujourd'hui âgé de 40 ans, et qui s'occupe d'une télé, Voice TV, que Thaksin finance. Donc on le voit bien, il est puissant parce qu'il met ses moyens, ses réseaux, sa famille au service de son parti, le Pheu Thai. Il faut bien voir que les Shinawatra représentent quand même une exception en Thaïlande. Il y a eu 2 premiers ministres Shinawatra et puis un beau-frère, le beau-frère de Thaksin, Somchai, qui a été également Premier ministre. Donc je dirais qu'il y a eu 3 premiers ministres thaïlandais qui sont liés à la famille Shinawatra, ce qui représente quand même 10% des premiers ministres thaïs entre 1932 et 2014. Donc ça fait quand même du poids et un score qu'ils sont les seuls à atteindre. Et donc
peut s'interroger. Hein, est-ce que cette dynastie politique est le rêve de Thaksin qui, aujourd'hui, effectivement, ne peut pas peser sur les dynamiques directement, mais par l'intermédiaire de ces acteurs peut influer les équilibres. Surtout, ce qui a fait le succès de Thaksin n'a malheureusement, je dirais, pas disparu, les masses pauvres de Thaïlande. Donc, Thaksin avait mis en place une politique qui s'adressait à ceux à qui personne ne s'adressait en Thaïlande, hein, les plus pauvres, éventuellement les classes moyennes, subventions, etc. On va pas revenir dessus. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques mois, hein, depuis un an environ, on voit les différents partis prendre en compte cet espace social dans leur programme. Hein, avec des pensions pour les retraités, des systèmes d'éducation et des bourses pour les plus jeunes. Donc il y a vraiment, je dirais que l'intégration de ce paramètre social est aujourd'hui réussi à faire son chemin grâce finalement ou en réaction à Thaksin. Ce qu'a perdu Thaksin néanmoins, c'est de contrôler, il n'arrive pas à contrôler les contre-pouvoirs mis en place par la Constitution évidemment et contrôlés par les militaires. Donc, la question centrale aujourd'hui, c'est quel va être le résultat du Pheu Thai. Hein, il est fort peu probable qu'ils réussissent à obtenir les 370 voix nécessaires pour faire une majorité absolue et imposer un Premier ministre, hein, au Sénat et à la Chambre. Donc avec qui faire coalition? Hein, et là, c'est vraiment la question sensible. Je voyais que Sudarat vient d'essayer de se rapprocher des démocrates, ce qui serait vraiment un tournant important pour les démocrates, afin de faire barrage aux militaires. Hein, donc voilà, donc là, le pouvoir des coalitions va jouer à plein. Alors, dernier point, polarisation politique et stabilité économique. On voit la Thaïlande réussit à obtenir quand même un taux de croissance de l'ordre de 4%, en dépit du fait qu'elle est quand même dans un état de crise politique permanent. Donc, la question, c'est comment maintenir cette croissance et comment surtout l'ancrer de façon durable, sachant que cette croissance est notamment alimentée par deux facteurs qui sont quand même, à mon avis, pas pérennes. Le premier, c'est le tourisme, avec un boom du tourisme absolument colossal. Il y a aujourd'hui 37 millions de touristes en Thaïlande, et donc tout un système qui se met derrière cette manne, mais qui n'est pas pérenne et qui ne permet pas véritablement au pays de rentrer dans une modernité économique durable. Et d'autre part, des investissements étrangers, notamment des investissements asiatiques. Le premier investisseur en Thaïlande est le Japon, avant la Chine. Hein. Mais les rapprochements avec la Chine vont être évidemment centraux. Un point important, et je terminerai là-dessus avant de passer la parole, un point important, d'abord, c'est que les inégalités demeure très très forte en Thaïlande. Vous savez que le fameux rapport du Crédit Suisse de 2018 qui montre que 1% de la population thaïlandaise détient près de 67% de la richesse du pays. Hein. Et puis l'endettement des ménages qui est quand même fort préoccupant. Voilà, donc je passe la parole à Françoise sur l'économie peut-être, et puis réaction de Gilles. Merci Sophie. Oui, je vais être assez bref sur la question économique, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sophie. À mon avis, on peut en réalité porter le jugement suivant sur l'économie thaïlandaise. Premièrement, la Thaïlande s'en tire encore économiquement, comme on peut dire, parce qu'il y a des effets d'hystérèse, en quelque sorte.
La Thaïlande a bénéficié dans les années, fin des années 70, début des années 80, de sa position géographique. Elle a attiré des investissements directs. Contrairement à d'autres pays de la région, comme la Malaisie par exemple, elle n'a jamais eu vraiment, enfin en tout cas c'est mon analyse, de politique industrielle vraiment active. Ce qu'elle a fait, c'est simplement accueillir les investissements. Elle a accepté la présence d'investissements étrangers, notamment japonais, et c'est par le biais de ces investissements japonais que son développement a pu s'amorcer. Ça a été très vrai dans le secteur automobile et ça a été très vrai dans le secteur électronique. Donc du coup, la Thaïlande est devenue un pôle de production à la fois automobile et électronique tout à fait central dans la région. Et une fois que les investisseurs sont présents dans un pays, ils se sont beaucoup engagés dans ce pays, il est assez difficile pour eux de se retirer du jour au lendemain. Donc en réalité, même si la Thaïlande passe par des soubresauts politiques de manière très régulière, les investisseurs restent. Et ça permet à la Thaïlande de connaître finalement une croissance relativement stable par rapport à l'agitation politique. Donc je pense qu'il y a cet effet d'hystérèse qui est extrêmement important. Ça ne veut pas dire pour autant que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes possible en Thaïlande. Et je veux bien admettre que la croissance est encore relativement soutenue en Thaïlande, à 4,2, je crois, ou quelque chose comme ça, sur les années passées et prévues pour les années à venir, mais ça reste la croissance la plus faible dans la région. Donc si on compare la Thaïlande à ses voisins, la Thaïlande est quand même un petit peu décrochée par les autres, et notamment il y a un pays qui caracole en tête avec des taux de croissance bien supérieurs à la Thaïlande, et c'est le Vietnam. Bon, le Vietnam est celui qui fait peur à tout le monde dans la région, mais il fait peur à la Thaïlande en particulier. Il y a une vraie concurrence de la part du Vietnam. Donc, certes, la situation économique n'est pas tragique, mais elle n'est pas non plus idéale. Et ce que l'on observe aussi, c'est la présence de problèmes structurels persistants en Thaïlande. Et ça, lorsque vous parlez aux entreprises qui sont présentes en Thaïlande, tout le monde se plaint de la même chose, c'est la mauvaise qualité du capital humain, comme on dit, c'est-à-dire le niveau d'éducation qui n'est pas à la hauteur, l'absence à des niveaux de management intermédiaire de personnes capables, etc. etc. Et ça, moi, ça fait un moment que je travaille sur ces économies-là, et j'ai l'impression qu'on entend ça depuis plus de 20 ans. Donc ce sont les mêmes griefs que l'on entend. Et ça, c'est aussi une source de vulnérabilité ou de faiblesse pour l'économie thaïlandaise. Donc ils s'en tirent encore pour l'instant, parce qu'ils surfent en quelque sorte sur leur réussite antérieure, mais ça va devenir quand même de plus en plus difficile. Alors, ce qui est quelque part un peu rassurant, c'est que les personnes aux manettes, j'ose pas dire le gouvernement, parce que en réalité, l'économie thaïlandaise est vraiment pilotée par les technocrates plus qu'autre chose. Donc eux sont assez conscients du problème et des faiblesses de l'économie en question. Et donc sont mis en place des programmes pour essayer de remédier à ces faiblesses. On a actuellement le programme Industrie 4.0 qui est en train d'être mis en œuvre. On a aussi la volonté de développer la zone économique, qui est vraiment le cœur économique de la Thaïlande, au sud-est de Bangkok, à travers la mise en place du couloir économique de l'Est, Eastern Economic Corridor. Donc ce sera une vaste zone économique qui s'appuie sur la zone économique existante, mais qui sera beaucoup plus large et qui sera connectée par des voies ferrées à un nouveau port en eau profonde qui sera développé et puis qui sera connecté à l'aéroport. Donc là, il y a un vrai plan de développement industriel dans cette zone. Donc là, la conscience, elle est bien là. Il y a un problème et on sait qu'il faut s'attaquer au problème et on essaie de mettre en œuvre les moyens de le faire, mais ça va prendre du temps et évidemment, malgré tout, la situation politique fait qu'un certain nombre de décisions ne peuvent pas être mises en œuvre très, très rapidement. À titre d'exemple, il y a une décision qui avait, semble-t-il, été prise, c'était celle de raccrocher la Thaïlande au partenariat transpacifique, alors qui a changé de nom, hein, c'est plus le TPP maintenant, c'est le CPTPP, alors je vous passe le développé de l'acronyme, et la Thaïlande avait manifesté un intérêt pour participer à cet accord-là, et j'ai appris en tout cas ce matin même que la décision était repoussée justement en raison de l'instabilité politique, en tout cas de la période relativement troublée sur le plan politique. Donc, il y a des raisons de se rassurer, en quelque sorte, parce qu'on se rend bien compte que
les gens qui sont aux manettes économiques sont conscients des difficultés et des faiblesses. Ils ont défini un plan d'attaque, mais il y a malgré tout des difficultés à le mettre en œuvre du fait justement de la période troublée sur le plan politique. Donc je passe maintenant la parole à Gilles pour réagir à ce qu'a dit Sophie, pour la contredire ou confirmer ses analyses. Enfin, Gilles, vous avez la parole. Alors, le suspense ne va pas être de longue durée, puisqu'en fait je suis d'accord avec vos analyses, mais attendez. Je vais vous donner mes impressions sur la grille de lecture. Alors, d'abord, je pense que quand on vit en Thaïlande, on se rend compte que le système thaïlandais est extraordinairement stable, en dépit des coups d'État, des crises à répétition que l'on a mentionnées. Alors, la stabilité, en fait, elle est fondée sur, je pense, une espèce de pyramide, au sommet de laquelle il y a bien sûr le roi, Rama IX d'abord, qui est mort en 2016, et Rama X maintenant. Et un très profond attachement des Thaïlandais, on se posait la question, en fait, au moment de la mort du roi précédent, à la monarchie. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le prince héritier, qui est aujourd'hui le roi, a été pendant très longtemps extrêmement controversé à cause des frasques que Sophie mentionnait tout à l'heure. Il n'empêche qu'on a pu constater au moment du décès et au moment de la succession que l'attachement à la monarchie demeurait absolument intact. Et l'attachement à la monarchie, le terme est faible. Je dirais que c'est une vénération de la monarchie. Pour les Thaïs, le roi doit être au sommet de l'édifice et ils sont prêts à lui donner tout pouvoir et à accepter toute décision du roi, y compris du roi actuel. Alors certes, quand on voit les élites thaïlandaises, elles se montrent relativement critiques en petit comité, mais vous retrouvez les mêmes élites 2 ou 3 jours plus tard à la cour devant le roi, et je peux vous dire qu'on est sur un mode totalement différent. Donc il faut se méfier du discours des élites thaïlandaises parce qu'elles ont un comportement social qui est souvent différent du discours qu'elles tiennent. Donc un attachement à la monarchie qui est total, qui donne au roi un pouvoir absolu. À mon sens, certes, juridiquement, la Thaïlande est une monarchie constitutionnelle, mais en réalité, à partir de 1992, c'est-à-dire de l'arbitrage, en fait, de Rama IX après un coup d'État, arbitrage qu'il a rendu en défaveur de l'armée, le roi, véritablement, Rama IX, le prédécesseur du roi actuel, a pris le contrôle et véritablement le dessus sur l'armée. Dessus que le roi actuel a manifesté, et Sophie l'a dit très clairement, en fait, il y a eu un événement qui a été absolument majeur juste après son accession au trône, c'est qu'en fait, quelques mois avant, la nouvelle constitution avait été approuvée par référendum, donc par la population. En fait, le roi nouveau, Rama X, a refusé de la signer. Ça a été son premier geste politique et il a refusé de la signer pour les raisons que tu as mentionnées, c'est-à-dire que n'y figurait pas en fait une clause qui existait dans la plupart des constitutions précédentes qui faisait du roi l'arbitre suprême dans le cas où les autres instances n'avaient pas réussi à trancher sur un arbitrage. Cette clause avait été remplacée en fait par la junte, c'est-à-dire en fait les militaires et les élites, par une clause qui faisait que les grands corps de l'État pouvaient arbitrer en cas d'incertitude. Ce n'était plus le roi seul qui arbitrait. Le roi a exigé le rétablissement de cette clause qui, en fait, justifie constitutionnellement son pouvoir, entre guillemets, absolu. Et par ailleurs, bon, il a fait ajouter en fait des clauses à la Constitution, notamment pour, lorsqu'il quitte la Thaïlande, c'est ce que tu mentionnais, faire qu'il n'y ait pas de régent nommé, qu'il n'y ait pas d'annonce publique de son départ de Thaïlande. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Thaïlandais ne savent plus quand le roi est ou n'est pas en Thaïlande. Il faut se tourner vers les réseaux sociaux pour en savoir plus. Mais ce que je veux simplement dire par là, c'est que le premier geste de Rama X a été d'affirmer à la junte et aux élites qu'il prenait la suite de son père, que la clause qui lui enlevait le pouvoir absolu, en fait, devait être rétablie. Ce qui a été fait en 3 mois. La Constitution a été signée par le roi et approuvée par lui. Quelques mois après, le Premier ministre et les présidents des corps constitués étaient prosternés au sol devant le roi pour le supplier d'accepter la nouvelle constitution. Donc on est dans cette configuration, une affirmation extrêmement forte du pouvoir royal.
Autre point que je voulais mentionner, les élites thaïlandaises. Alors ces élites dont on parle, en fait, elles exercent depuis les origines, en réalité, le pouvoir. Les origines dont je parle, c'est les années 60. Ce sont des élites aujourd'hui essentiellement économiques, très liées à la famille royale traditionnellement. C'est en fait les grandes familles qui contrôlent l'économie thaïlandaise. Ce sont pour l'essentiel des Sino-Thaïs. Et l'armée, les cadres de l'armée proviennent également de ces élites. Et l'événement que je mentionnais tout à l'heure, l'arbitrage royal de 1992, a été absolument majeur dans l'histoire récente de la Thaïlande parce que il a en fait affirmé véritablement la prééminence du roi sur l'armée. Ce qui n'était absolument pas le cas depuis la montée sur le trône de Rama IX en 1946 et son couronnement en 1951. Donc, d'une certaine façon, on peut penser que Rama IX a été celui qui a rétabli la monarchie absolue en Thaïlande. Ça, c'est un autre sujet que je ne développerai pas là, mais qui est extrêmement important et intéressant. Les élites. Donc, ces élites... elles étaient aux côtés du roi traditionnellement. Et un événement majeur doit être mentionné, c'est l'accession au pouvoir en 2001 de Thaksin. Parce que ça va être un basculement. Thaksin provient des élites, hein, il est originaire de Chiang Mai, que comme tu le disais très justement tout à l'heure, c'est pas du tout quelqu'un issu du peuple, il est Sino-Thaï bien sûr, mais au-delà de ça, il appartient vraiment à une famille qui a joué un rôle politique, enfin, etc. Donc il est issu du sérail. Il est par ailleurs l'homme le plus riche ou le deuxième homme le plus riche de Thaïlande, ça dépend de la manière dont on compte les choses à ce moment-là. Il accède au pouvoir et il va se passer un événement majeur à ce moment-là, c'est que il va immédiatement recevoir une attitude hostile du roi. Il va y avoir un entretien en fait en septembre 2001 avec le roi et qui va mal se passer. D'emblée, le roi qui ne connaissait pas véritablement Thaksin avant son élection et la reine de l'époque vont avoir une attitude en fait très réservée, pour utiliser un euphémisme diplomatique, à l'égard de Thaksin. Bon, j'ai une interprétation personnelle qui a été corroborée par des sources thaïlandaises proches de la famille royale, c'est qu'en fait le roi a immédiatement perçu un appétit politique extraordinairement fort de Thaksin et il a senti que cela risquait de menacer son propre pouvoir. Donc véritablement, ça a été, disons, une attitude très liée à un enjeu fort de pouvoir. Donc, d'emblée, hostilité du roi et de la reine à l'égard de Thaksin en 2001. Bon, ceci dit, Thaksin surfe à l'époque sur une vague de popularité extrêmement forte. Les élites sont d'ailleurs de son côté. Donc, les choses vont rester très discrètes. Simplement, pour chaque anniversaire du roi, il est intéressant de relire les discours qu'il a prononcés à ce moment-là, parce qu'à chaque fois, ça va être une attaque en règle contre la politique de Thaksin, à partir de 2001. Mais il est seul au début, le roi et la reine. En fait, il va y avoir un divorce. Et ça, c'est important. Excusez-moi de l'entrer dans ces détails, mais je pense que c'est vraiment important pour comprendre à la suite. Il va y avoir un divorce entre Thaksin et les élites. En fait, les élites, à partir de 2004-2005, vont réaliser que Thaksin roule non pas pour elle, mais roule pour lui, et pour sa société, notamment Shinko. Et à ce moment-là, il va y avoir une alliance objective contre Thaksin qui va se développer entre les élites et la famille royale et le roi. Dans le même temps, Thaksin va bien comprendre évidemment cette situation et va développer à partir des élections de 2005 comment dire, une doctrine, si je puis dire, très populiste. C'est-à-dire une doctrine fondée sur le soutien des populations pauvres de Thaïlande, c'est-à-dire l'essentiel de l'électorat, par opposition, et il va développer cette thématique, par opposition de la politique des élites, alors il ne mentionnera jamais le roi, mais de la politique des élites qui va à l'encontre des intérêts de la population pauvre. Donc il va cultiver une espèce de, si je puis dire, de fracture, enfin de thème de la fracture sociale en Thaïlande à son avantage. Bon, en 2006, vous connaissez l'épisode, il va vendre la société Shinko à Singapour et il va carrément déclarer, alors qu'il est Premier ministre en exercice, que c'est pour éviter de payer les impôts qui sont liés à la vente en question, qu'il a effectué ça à l'étranger. Bon, ensuite, là c'est véritablement la goutte d'eau qui a fait déborder les choses. Ensuite, l'hostilité du roi et des élites va se concrétiser par le coup d'État de septembre 2006.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la situation qui prévalait, en fait, jusqu'au coup d'État de mai 2014, c'est une hostilité des élites avec un soutien royal, si ce n'est un parrainage royal. Le roi, certes, à partir de 2010-2011, n'exerce plus véritablement le pouvoir. C'est le chef du conseil privé du roi, le général Prem, qui, en son nom, exerce le pouvoir. Mais il est clair que la répression de 2010, il est clair que le coup d'État de 2014 ont été faits avec un feu vert au plus haut niveau. Ce n'est pas l'armée seule qui a décidé de prendre le pouvoir. On a demandé, à très haut niveau, à l'armée de prendre le pouvoir. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, l'exercice du pouvoir, le pouvoir en Thaïlande est incarné par d'abord le roi ou celui qu'il représente, c'est-à-dire le général Prem, les élites en question, qui elles sont totalement derrière le roi et le général Prem, sans ambiguïté, et l'objectif est d'empêcher un retour de Thaksin. La crise de 2008, 2009, 2010, les chemises rouges et les chemises jaunes, va obliger le pouvoir à composer, et ce seront les élections de 2011, mais qui ne seront jamais acceptées par la cour et par les élites. D'où le coup d'État de 2014. Et avec la succession royale, avec l'arrivée de Ramadis au pouvoir, va se passer, si je puis dire, une évolution de l'équilibre des forces qui est intéressante à prendre en compte. Parce que le nouveau roi, Ramadis, certes, et tu l'as très bien dit Sophie, a d'abord affirmé son pouvoir. Ça, c'était la première des choses. Je suis le successeur de Ramanov, je veux, comme mon père l'avait à partir de 92, en fait, le pouvoir de décision absolu. Mais il y a une chose qui est essentielle et qui motive les élites thaïlandaises et qui les rend incertaines aujourd'hui, qui est quelle est l'attitude du nouveau roi à l'égard de Thaksin. Parce que lorsqu'il était prince héritier, il faut tout de même savoir que ce prince héritier avait des dépenses qui étaient très lourdes. Et on sait très bien que celui qui finançait les dépenses du prince héritier pendant au moins une décennie, ça a été Thaksin. Le roi, son père, acceptait de financer les dépenses liées aux fonctions princières du futur Ramadis, mais refusait de payer les dépenses personnelles. Donc c'est très important parce que les élites, ça le savent absolument parfaitement. Et au fond, la grande question qu'elle se pose, c'est pour qui roule le nouveau roi? Est-ce qu'il ne roule pas en partie aussi pour Thaksin? D'où la très grande inquiétude au moment où la sœur aînée du nouveau roi s'est portée candidate quant à l'arbitrage du nouveau roi. Alors certes, très vite, le roi a réagi, n'a pas soutenu sa sœur, ce qui a rassuré considérablement les élites, mais ce qui ne les rassure pas complètement, parce qu'elles savent très bien qu'il y a des liens étroits, d'ailleurs dont la relation entre Thaksin et la sœur aînée du roi témoigne, des liens très étroits entre le nouveau roi et Thaksin. Donc ça, il y a cette incertitude-là. Aujourd'hui, on a une configuration qui finalement est assez proche de celle du règne de Ramanov en termes de structure du pouvoir. On a un roi qui exerce pleinement, même s'il n'est pas toujours en Thaïlande, qui exerce pleinement le pouvoir. C'est tout à fait accepté par la population. Alors certes, les élites vont plaisanter, vont critiquer, etc. Mais en réalité, c'est totalement accepté par la population. Donc un roi au pouvoir absolu accepté. La relation avec le Premier ministre, alors c'est intéressant parce que on a voulu voir des fractures entre le Premier ministre et le nouveau roi. Personnellement, je pense que c'est faux. Je pense que le Premier ministre, dont toute la carrière au sein de l'armée a été effectuée au service de la monarchie, je pense que le Premier ministre est un fidèle serviteur de la monarchie et il n'y a pas une feuille de papier à cigarette de différence, à mon avis, entre lui et le nouveau roi. Le rapport des forces est très clair. Il est le serviteur du roi. Alors, est-ce que le roi l'apprécie comme serviteur ou pas? C'est une autre question. Mais le rapport de force est totalement en faveur du roi. D'ailleurs, le roi, je vous le rappelle, est chef des armées et nomme notamment les militaires, enfin tu l'as mentionné tout à l'heure. Et il ne se prive pas d'ailleurs de regarder chaque mois de septembre de très près la liste des promotions de militaires. Donc, le roi au cœur de l'édifice,
Les élites et l'armée, je pense que les élites et l'armée, en fait, sont la même entité, simplement c'est Janus. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin, lorsque Taksin commence à arriver trop près de la porte, ou que sa sœur commence à mener une politique qui inquiète, on demande à l'armée d'intervenir. Mais en réalité, c'est la même entité. La troisième entité qui constitue la nation thaïlandaise et qui est essentielle, c'est effectivement le reste de la population. Et tu mentionnais le poids économique des 1% de la population et qui illustre bien cette emprise des élites. Ceci étant dit, le reste de la population est la grande inconnue, parce que c'est un reste de la population, donc qui est ultra majoritaire bien sûr. L'économie s'est développée à 2 vitesses, donc c'est une population qui vit dans des conditions qui ne correspondent absolument pas à celles des élites, avec pas mal de précarité, un taux d'endettement des ménages extrêmement élevé. Donc une situation en fait difficile du reste de la population, et population qui ne s'est pas exprimée depuis 2011. Donc la grande inconnue en fait du scrutin qui se profile en fait dimanche prochain, la grande inconnue au-delà du taux de participation dont on sait déjà qu'il va être très élevé, puisque en fait pour ceux qui votaient par correspondance, on est sur du 86,9%, et dans certains cas on frise les 90%. Donc il y aura un taux de participation exceptionnel. Donc la question est de savoir, cette immense majorité de la population, pour qui va-t-elle voter? Alors, ce qu'il faut savoir aussi en Thaïlande, c'est que les scrutins ne sont pas des scrutins qui sont, truqués. Jusqu'à maintenant, tous les scrutins se sont passés dans des conditions de transparence finalement assez élevées, dans des standards assez élevés pour la région. Alors, il n'empêche que si manipulation il doit y avoir, ce ne sera pas pendant le scrutin. Ce que je suis en train de vous dire, ce ne sera pas le bourrage d'urne, ce sera avant le scrutin et après le scrutin. En fait, ça, c'est le vrai sujet. Alors, première question, qui risque de prévaloir lors des prochaines élections? Alors, bon, c'est effectivement la question majeure. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'inconnus dans le scrutin qui va avoir lieu. D'une part, il y a tous ceux qui ont été déçus par l'attitude des élites thaïlandaises à l'égard de Taksin depuis 2006. Et ils vont forcément s'exprimer lors du prochain scrutin. Il est vraisemblable que le Pheu Thai va obtenir un résultat très élevé. Je pense que les populations rurales vont massivement voter en faveur du Pheu Thai en dépit de toutes les actions politiques du gouvernement. Il y a l'inconnu de la jeunesse. On parlait des 7% de personnes, de jeunes Thaïlandais qui n'ont jamais voté. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. 7 millions et voilà 14%. Donc c'est absolument énorme. Dans quelle direction vont-ils aller? Il est clair qu'ils vont aller dans une direction qui ne sera pas une direction conservatrice. Donc vraisemblablement, ils vont aller dans une direction qui va correspondre au vote populaire, certainement en grande partie à quelques nuances près. Les élites représentent un poids électoral très faible en réalité. Simplement, elles contrôlent les médias, elles contrôlent la vie politique, elles contrôlent l'économie. Et donc, leur grand sujet, ça va être les arrangements, ça va être les accords, les alliances qui vont se constituer avant et après. Je pense plutôt après, parce qu'évidemment, les grands partis vont attendre le résultat du scrutin pour savoir de quel côté ils vont aller. Et donc, il va y avoir, et le système électoral thaïlandais laisse une longue période de temps après l'annonce des résultats, avant que le choix du Premier ministre ne puisse être fait. Donc, ça laissera le temps de marchandages qui vont être certainement très intenses. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir, une autre inconnue par rapport à ce scrutin, qui est la popularité de Prayut. Parce que Prayut, en fait, certes, est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous savez, sauf que Prayut, au fond, a été choisi par les élites pour les représenter dans ce scrutin, en fait, parce qu'il obtenait un certain soutien de la population. Au fond, les élites se sont dit, si quelqu'un peut renier sur les terres de Taksin, c'est Prayut. Il intervient tous les vendredis à la télévision en Thaïlande. Alors, ça peut paraître pour les étrangers, je dois dire que les étrangers qui vivent à Bangkok et qui suivent les choses ne s'en privent pas. Le texte, évidemment, est dit en thaï par Prayut, sous-titré en anglais.
Hein, chanter, oui, c'est aussi un écrivain de chansons. Bon. Mais ceci dit, au-delà de la plaisanterie, derrière tout ça, il semble que Prayut soit apprécié d'une grande partie de la population. Alors c'est à vérifier, on verra ça dimanche prochain, l'attente ne va pas être longue. En tout cas, son côté finalement très populaire, il a un discours qui est très simple, qui est compris par la population, finalement assez proche du discours de Thaksin, enfin je veux dire dans la forme. Hein. Et justement, les chansons qu'il compose, ce genre de choses, il n'est pas exclu que ça puisse plaire à une partie de la population. Personnellement, je pense que ça ne lui permettra pas, et ça ne permettra pas au parti qu'il soutient, d'obtenir un score extraordinairement élevé. Je pense qu'on est face à un scrutin qui va être dominé par le peu à taille. Toutes les élections ont été remportées par le peu à taille depuis 2001. Il y a eu des scrutins en 2001, en 2005, en 2011, et à chaque fois, le peu à taille a fait un score très élevé. En 2011, il faut se rappeler qu'ils ont obtenu 265 sièges sur les 500. Sauf que là, il va se passer quelque chose d'un peu spécial que tu as mentionné, c'est comment dire, le nouvel équilibre des forces prévu par la Constitution de 2016. En fait, premièrement, tu l'as dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire que le Premier ministre soit élu, qu'il soit un député pour être choisi par les 750 membres des deux chambres. 250, tu l'as dit, sont les sénateurs, ils ne sont pas élus, ils ont tous été nommés par la junte. Donc ça va peser d'un poids extrêmement lourd dans la décision finale. Les débats portés aujourd'hui et hier en Thaïlande sur une intervention du peu à taille et du Parti démocrate pour demander à ce que les sénateurs n'aient pas voix au chapitre et qu'en fait la décision soit prise uniquement par la Chambre des représentants, par les 500 députés. Sauf que ce n'est pas la règle du jeu qui a été avancée. Donc, quel que soit le résultat, même si le peu à taille arrive à faire un score, et je suis d'accord avec toi, il n'aura pas la majorité absolue, de toute façon, ce seront les élites qui auront le dernier mot. Et qui, enfin, on peut le dire autrement, ce sera la junte qui aura le dernier mot, mais en réalité, pour moi, ce seront les élites. Et que vont-elles choisir comme arrangement? Je pense que ça dépendra de l'ampleur du vote populaire. Si ils ont le sentiment que le vote est quand même, enfin, ce qui concerne les députés, hein, le vote est un vote très net en défaveur de la junte, ils seront probablement, comment dire, incités à composer. Si ce n'est pas le cas, bon, évidemment, on risque de retomber en fait dans un régime qui sera certes, entre guillemets, démocratique, dont la majorité des représentants, des parlementaires auront été élus, mais qui en fait sera un régime dominé toujours par les mêmes personnes. Donc si un vote populaire très net se manifeste, et il y a une deuxième chose, un deuxième si qui va être très important, parce que en fait, depuis le 13 mai 2016, arrivé sur le trône du nouveau roi, en fait, aucune décision majeure n'a été prise sans un feu vert du nouveau roi, y compris la date des élections, y compris la tenue des élections, et bien sûr la date du couronnement. Mais toutes les décisions importantes ont été validées par le palais. Alors quand je dis validées, c'est en fait pas tout à fait exact. Il a été demandé au palais si le roi était d'accord ou non avec la décision, et sinon, quelle était la décision royale. Donc ça va au-delà d'une validation. Donc il en sera de même pour le prochain chef du gouvernement, pour le prochain Premier ministre, et bien sûr pour l'équipe qui l'accompagnera. Quelle va être la position du roi? Alors tout ça n'apparaîtra pas de manière claire. Ceci étant dit, je pense que la première des choses que fera Prayut, une fois que le résultat des élections sera connu, ce sera de soumettre, bien sûr, le résultat au roi et de soumettre des propositions en ce qui concerne la composition du prochain gouvernement et bien sûr la désignation du futur Premier ministre. Donc en fait, on est dans cette configuration-là. Et l'espace pour la démocratie dans l'affaire est quand même assez réduit. Ceci étant dit, on en revient au sujet de tout à l'heure, les élites sont quand même inquiètes parce qu'elles ne savent pas pour qui roule le nouveau roi. Elles ne savent pas quelle va être sa relation avec Thaksin. Certes, il a désavoué sa sœur lorsqu'elle était candidate. Il faut dire que les ficelles étaient très grosses. Ceci étant dit, que va-t-il faire après ?
L'opinion communément admise, c'est qu'on s'orienterait plutôt vers une autorisation de retour de Thaksin sans activité politique. Les élites sont toujours vent debout contre Thaksin. Bon, certes, vous l'avez compris, elles sont obligées de composer avec un roi dont on ne sait pas sa position à cet égard. Et si le roi arbitrait en faveur d'un retour, il est clair qu'elle ne s'y opposerait pas. Sauf que s'il arbitrait en faveur d'un retour, je dirais, actif sur le plan politique, là, ce serait probablement beaucoup plus compliqué. Et vraisemblablement, le roi, qui jusqu'à maintenant a montré qu'il était tout de même un fin politique, n'ira pas jusque-là. Il sera vraisemblablement le pacificateur qui permet un retour du renégat, mais qui ne lui donne pas la capacité d'exercer un rôle politique majeur. Bon, ça, ce sont des conjectures. Donc voilà, ce scrutin est un scrutin qui n'est pas un scrutin à grand risque, mais qui est un scrutin majeur pour la Thaïlande, parce que c'est un scrutin qui va permettre à la Thaïlande de retourner dans le camp des démocraties. Je vous dis, même si on peut nourrir quelques incertitudes sur la réalité de l'exercice démocratique en question. Ceci étant dit, ça permettra à la Thaïlande de s'asseoir à nouveau dans ce camp-là. Ça permettra de nommer une équipe peut-être un tout petit peu plus diverse et plus crédible à la tête du pays. Mais personnellement, j'ai quand même le sentiment que même si les cartes sont un tout petit peu rebattues, elles ne seront pas énormément. Et ceux qui exercent réellement le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord les grandes familles thaïlandaises, continueront certainement à l'exercer demain.